Un homme ouvre la bouche pour mordre dans un hot-dog et se fige soudainement. Ses yeux s'écarquillent et le hot-dog tombe de sa main s'écrasant au sol. Devant lui, une foule paniquée court vers lui criant à l'aide. Derrière eux, un homme marche à un rythme ordinaire, décontracté, mais quelque chose ne va pas. Ses yeux sont vitreux et il avale sans cesse des objets au hasard, la bouche grande ouverte. Il mange une planchette, un stylo et une chaussure abandonnée. Devant l'horreur du premier homme, l'homme affamé saisit la cheville d'un membre de la foule tombée et le dévore. Le premier homme se retourne pour fuir afin de sauver sa vie, mais il est renversé au sol par le reste de la foule qui tente de s'échapper. Il lutte pour se relever et une main se tend pour attraper la sienne. Lorsqu'il parvient à se relever, il lève les yeux et voit l'homme affamé l'attirer vers lui, la bouche grande ouverte. Le ciel est d'un bleu parfait, sans aucun nuage. L'air, chauffé par un soleil constant, est tempéré par une légère brise. Il y a une sensation d'électricité, d'excitation et de compétition dans l'air. Des foules se sont réunies dans une arène improvisée, assises sur des chaises en plastique et autour des stands de restauration, les yeux tournés vers le centre. Pourquoi sont-ils ici? Pour des Jeux olympiques, un tournoi de baseball ou une course de chevaux? Non, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose de plus consistant. Au concours annuel de mangeurs de hot-dog de la mi-été, habitants et touristes se réunissent pour assister à l'épreuve. Qui mangera le plus de hot-dog, porc ou bœuf, pains inclus, devant une foule enthousiaste. Le présentateur s'avance vers le devant de l'arène, se tenant les bras écartés devant la longue table derrière lui. Lorsqu'il annonce les concurrents de cette année, ils entrent chacun à leur tour et prennent place derrière la table. On retrouve le champion de l'an dernier, un homme costaud à la barbe fournie et aux yeux pétillants, ainsi que le surprenant concurrent de cette année, un étudiant mince de 19 ans au sourire affamé. Puis, il y a les concurrents moins connus. Un père du coin qui s'est inscrit après avoir plaisanté avec sa fille, un oncle qui a griffonné son nom sur la feuille d'inscription après avoir un peu trop bu, un homme récemment retraité qui coche un nouvel élément sur la liste de choses à faire de ses années dorées. Tous sont venus aujourd'hui, le cœur plein, l'estomac vide, prêts à découvrir le vainqueur de l'année. Le présentateur excite la foule, les encourageant à applaudir aussi fort que possible pour soutenir leur concurrent préféré. Le personnel apporte alors des plateaux de hot-dog, bien plus que ce que la plupart voient en un an, sauf pour les vrais amateurs. Chaque concurrent reçoit un plateau de hot-dog, un seau d'eau et un seau vide supplémentaires, au cas où, enfin vous voyez l'idée. Tout le matériel et les concurrents étant prêts, le compte à rebours peut commencer. Le présentateur brandit son klaxon préféré et lance 3, 2, 1, 8... Au retentissement du klaxon, les hommes se jettent dans l'action, saisissant des hot-dogs sur les assiettes et chacun utilise sa propre technique de compétition de mangeur. Le champion de l'année précédente utilise la méthode du célèbre mangeur de hot-dog Joey Chestnut, trempant tout son hot-dog de façon désordonnée dans son verre d'eau, puis l'avalant aussi vite que possible. Le nouveau challenger utilise la méthode Solomon, du nom du roi Salomon. Comme le roi légendaire l'avait suggéré pour un nourrisson volé, les mangeurs suivant la méthode Solomon partagent leur repas en deux avant de le finir. L'un des concurrents plus décontractés tente une technique de division et conquête, mangeant d'abord la saucisse elle-même, puis le pain. D'autres n'utilisent aucune technique particulière, essayant de dévorer la pile de hot-dog devant eux en utilisant le même style classique qu'ils adopteraient lors d'un barbecue familial. C'est une grave erreur. Les concurrents les moins préparés abandonnent un à un, crachant dans leur seau, essuyant la sueur de viande, quittant l'arène en se dandinant, gémissant et tenant leur estomac. Bientôt, il ne reste plus que les deux favoris. Mais que se passe-t-il? Un challenger s'avance, un homme noir, discret, vêtu d'une chemise et d'un pantalon de costume, se précipite dans l'arène, le visage marqué par une détermination sans faille, et commence à saisir les hot-dogs abandonnés sur la table, les engloutissant aussi vite qu'il le peut. Le commentateur et le public observent, stupéfaits. C'est du jamais vu et aussi excitant que cela puisse être, c'est clairement contre le règlement. Cet homme n'est pas un concurrent inscrit et il ne peut certainement pas rejoindre la compétition à l'étape finale du championnat. Ne sachant que faire, le commentateur appelle le personnel pour qu'il retire la nourriture et escorte l'invité surprise hors de l'arène. Le public regarde avec une attention soutenue tandis que les membres du personnel tentent de retirer l'inconnu de sa place à la table. Il secoue la tête, refuse de partir et arrache les hot-dogs des mains du personnel qui tente de débarrasser les plateaux. Pendant ce temps, les concurrents restants tentent de rester concentrés et de finir en force malgré l'interruption. Le nouveau, plus jeune homme s'effondre, s'affalant sur la table dans une stupeur provoquée par les hot-dogs. Il a abandonné.
Le vainqueur est le champion de l'année précédente, avec un total impressionnant de 38 hot dogs. 4 membres du personnel évacuent l'étranger pendant que le champion s'avance pour recevoir son trophée. La foule rugit alors qu'il lève les bras, souriant jusqu'aux oreilles et savourant une nouvelle victoire. Le présentateur aperçoit encore le personnel lutter avec l'étranger du coin de l'œil. Mais cette foule veut voir son champion couronné et le spectacle doit continuer. Il saisit l'écharpe du roi du hot dog, sa couronne en hot dog doré et l'énorme trophée en or. Il couronne le vainqueur en posant l'écharpe sur ses épaules. Puis, alors que la musique s'élève triomphalement grâce à la fanfare du lycée local, le présentateur brandit le trophée, la lumière du soleil scintillant sur sa surface brillante. C'est très significatif. La réussite, la célébration, manger autant de viande sans tomber malade, et maintenant le remettre à l'homme qui le mérite. Le présentateur tend les bras pour remettre le trophée au gagnant quand soudain une autre main le saisit et l'arrache. L'inconnu est revenu s'étant d'une manière ou d'une autre libéré des nombreux agents de sécurité qui l'avaient escorté dehors et il s'est emparé du trophée pour lui-même. Mais il ne cherche pas juste à devenir roi du hot dog, non, ce n'est pas un simple coup d'état du hot dog. Il soulève le trophée au-dessus de sa tête, ouvre la bouche aussi grand qu'il le peut et déchire le métal en deux dans un horrible grincement, enfonçant les morceaux dans sa bouche, mâchant et avalant. Lorsque le présentateur et le champion se remettent du choc, le trophée a déjà disparu, englouti dans le ventre de l'étranger. Après une journée d'exploits de festins apparemment impossibles, la vue de cet homme étrange consommant un repas vraiment impossible de métal est tout simplement trop pour la foule déjà anxieuse. L'arène sombre dans un chaos total alors que les gens quittent leurs sièges en masse, fuyant les lieux. Le champion, cependant, ne se retourne pas et ne s'enfuit pas. Il se sent privé de sa victoire. Même si cela s'est passé de façon étrange, il n'acceptera pas cet irrespect. Il s'est entraîné toute l'année pour ce moment, seulement pour voir son trophée être dévoré juste devant lui. Il s'avance directement vers l'inconnu et le pousse du doigt dans la poitrine, exigeant de savoir pour qui il se prend. Pourquoi a-t-il le droit de s'inviter au concours, interrompre la cérémonie et voler la vedette en mangeant le trophée ? L'homme ne répond pas, alors le champion poursuit ses reproches en agitant son doigt devant lui. Les yeux de l'étranger suivent le doigt et lentement, il ouvre la bouche. Il y a un bruit de morsure soudain et le champion hurle, tenant sa main contre sa poitrine, utilisant sa chemise pour arrêter le saignement. Il se tourne pour s'enfuir avec le reste de la foule, mais il est trop tard. L'étranger lui saisit l'épaule et le retient avec une force étonnante. Avant que sa vie ne s'éteigne, il voit seulement la bouche ouverte de l'étranger, puis tout devient noir avec un bruit de mâchoire écœurant. La foule, terrifiée, atteint au son paroxysme devant cette scène. Ils se piétinent les uns les autres dans tentant de fuir la zone, bousculant aussi bien des inconnus que des proches dans l'espoir d'échapper à cet omnivore mystérieux, prêt à dévorer bien plus que des hot dogs. Certains parviennent à s'échapper, courant assez loin de l'arène pour pouvoir reprendre leur souffle et jeter un regard en arrière vers ceux qui n'ont pas eu cette chance. Ceux qui sont tombés dans la folie, qui ont eu le souffle coupé par un coup de coude dans le ventre d'un voisin, ceux qui ont les chevilles fragiles ou qui n'avaient pas assez bien noué leurs lacets. Toutes ces pauvres âmes malchanceuses sont les prochaines au menu de l'étranger, qui les dévore une par une, s'arrêtant rarement même pour mâcher. Alors qu'une femme survivante, observant de loin, sort son téléphone pour appeler le 911, elle ne peut s'empêcher de remarquer les parallèles avec le concours lui-même, la façon dont l'étranger mange avec une concentration unique sur le fait de consommer autant que possible. Il n'y a pas de pause pour savourer le repas, mais l'acte n'est ni sadique ni malveillant. Juste l'élan pur et indéniable de continuer à manger. L'appel de la femme à la police est l'un des moments les plus étranges de sa vie et laisse complètement perplexe le commissariat local. « Madame, calmez-vous », répète un agent. « Que voulez-vous dire par un homme qui mange des gens ?»« Je répète, crie-t-elle. Un homme est venu au concours de hot dog et a mangé des gens. Faites quelque chose, s'il vous plaît. »« Je crois que cela nous dépasse, mademoiselle, » ajoute un autre agent. « On devrait appeler, tu crois ?» Le premier agent s'interrompt. « Qui ? Exige la femme, mais la ligne est coupée avant qu'elle puisse poser une autre question. La police n'aide clairement pas et ne compte pas rester pour voir jusqu'où ira l'appétit de cet inconnu. Elle a tenté de sauver les autres, mais doit maintenant se sauver elle-même. Elle rentre chez elle sans se retourner. Pendant ce temps, la police locale a bien passé cet appel mystérieux et une force mobile de la fondation SCP est actuellement en route vers les lieux. À leur arrivée, le parc ressemble à une ville fantôme. Herbes ensanglantées et arènes désertées suggèrent un événement terrible.
Il ne s'agit pas simplement de policiers locaux maladroits face à une anomalie mangeuse d'hommes. Cette équipe a vu assez de choses bizarres pour remplir une vie entière, et même une autre après celle-là. Ils voient une traînée d'empreintes rouges et collantes quitter l'arène. D'abord, ils croient que la substance est du sang, mais en l'examinant, ils voient que c'est du ketchup. Ils suivent les empreintes savoureuses, loin de la scène des événements peu ragoûtants de la journée, les menant jusqu'à un entrepôt voisin. Les poutres éparpillées, le métal grinçant et les fenêtres barricadées montrent que cet endroit est abandonné depuis un moment. L'endroit parfait pour qu'une anomalie se cache. Le bruit de quelqu'un mordant des plaques de métal à l'intérieur suffit à confirmer qu'ils sont au bon endroit. Sans perdre de temps, ils enfoncent la porte de l'entrepôt, armes dégainées et prêtes à l'emploi. Guidés par le bruit de mastication, ils se séparent pour cerner le sujet sous tous les angles. Le cri du métal déchiré résonne dans le bâtiment, rebondissant sur les murs et créant une cacophonie introuvable. Ils font de leur mieux pour suivre le bruit, mais bifurquent rapidement dans des directions différentes afin de couvrir le plus de terrain possible. Un agent affronte l'étranger alors qu'il va prendre un autre morceau de métal. Il regarde l'homme prendre une énorme bouchée d'acier, une bouchée qui aurait dû lui briser les dents et la mâchoire. À la place, une morsure façon dessin animé marque le métal. Il s'approche de l'étranger qui, en croisant son regard, commence à secouer la tête tout en mâchant. L'opérateur de la FIM ignore le signe, s'approche de l'homme et tente de le maîtriser. Comme lors de la confrontation précédente avec le champion, une bouchée fatidique interrompt l'action et les cris de l'opérateur résonnent dans l'entrepôt, alertant ses coéquipiers de son sort. Les cris s'arrêtent soudainement et un autre opérateur de la FIM s'immobilise, écoutant alors que le bruit de mastication se rapproche de plus en plus. Il se retourne brusquement et voit l'étranger derrière lui. Cet homme ordinaire termine de polir une poutre en acier. Alors qu'il l'avale, l'agent lève son arme et la pointe sur le sujet. L'agent lui ordonne de se calmer et de se rendre sans faire d'histoire. L'homme affamé supplie l'agent de fuir pendant qu'il le peut, les yeux écarquillés. Il s'approche lentement de l'agent, murmurant qu'il ne peut pas s'arrêter. L'agent brandit son arme et ordonne à l'homme de s'arrêter. Avant qu'il ne puisse faire un autre geste, l'étranger arrache l'arme de sa main, ouvre la bouche et l'avale. Il grimace mais continue jusqu'à ce que l'arme soit entièrement dévorée. Soudain, il rote bruyamment, ses genoux cèdent et il s'effondre. Il se frotte le ventre, s'essuie le front et pousse un profond soupir. « Je suis vraiment désolé pour ça. J'avais trop faim, je n'ai pas résisté. » L'homme secoue la tête, triste. « J'espère que tu pourras avoir une autre arme. Et je suis désolé pour ton ami aussi. Tu as dit que tu ne pouvais pas t'en empêcher. Pourquoi t'es-tu arrêté alors ?» L'étranger hausse les épaules, soupire à nouveau et dit simplement « Eh bien, parce que j'étais rassasié. » Après un peu de persuasion et un test confirmant que la force et la puissance de morsure du sujet sont revenus à des niveaux humains ordinaires, la force d'intervention mobile restante accepte de l'emmener en détention à la Fondation sans lui faire de mal, bien qu'il soit entravé. Ils montent tous dans l'une des célèbres camionnettes banalisées de la Fondation SCP et prennent la route vers le site de la Fondation le plus proche. Au bout d'une heure de trajet, le sujet commence à se plaindre de son estomac qui gargouille, demandant s'il pourrait éventuellement s'arrêter quelque part pour manger un morceau. Ce n'est normalement pas autorisé, mais après l'incident de leur coéquipier, la force d'intervention ne veut prendre aucun risque. Ils s'arrêtent dans un fast-food et laissent le sujet commander ce qu'il veut, qu'ils noteront ensuite en frais professionnels. Après avoir consommé une grande quantité de nourriture, hamburgers, frites, tacos, tartes, coca, croquettes, tender, milkshake, pancakes, jalapeno popper et pommes de terre au four, la force d'intervention est arrivée sur le site de la Fondation avec SCP-913. SCP-913 semble être un homme afro-américain moyen d'âge mûr. Bien que son apparence soit tout à fait ordinaire, son métabolisme est anormalement rapide. Il requiert l'apport calorique quotidien d'un humain moyen toutes les 2 heures et a une température interne anormalement élevée, bien que la valeur exacte ait été censurée dans son dossier. S'il ne satisfait pas à son besoin calorique pour une période de 2 heures, il entre dans un état de transe où il est incapable de se contrôler. Dans cet état, il décomposera et ingérera toute matière solide visible. Cela comprend des matières normalement indigestes, comme le bois, le plastique ou le métal. Dans cet état, son appétit ne fait pas de distinction entre les sujets vivants et non vivants. Lorsqu'il est dans cet état de faim, il est conscient de toutes ses actions, mais il ne peut pas s'arrêter, même lorsqu'il mange des matériaux denses qui lui causent un inconfort extrême. Si cela survient pendant le sommeil, le sujet devra se réveiller. En plus de son appétit anormal, 913 peut déchirer des objets avec une force estimée à 3000 newtons et peut mordre des objets avec une force estimée à 5000 newtons lorsqu'il les mange.
Lorsqu'il n'est pas dans son état de transe, il ne peut pas reproduire cette force. L'analyse du tissu hépatique de SCP-913 révèle qu'il produit de nouvelles enzymes face à des substances étrangères, ce qui lui permet de digérer des éléments normalement très dangereux. Ces enzymes métabolisent le substrat avec une efficacité d'environ 98%, détoxifiant ainsi toute drogue ou toxine consommée par le sujet pendant l'état de faim ou autrement. Cela inclut notamment les amnésiques et les anesthésiques. Lorsque SCP-913 a été découvert pour la première fois, il portait une chemise et un pantalon de costume, tous deux avec la marque Doctor's Orders cousue sur leurs étiquettes. SCP-913 n'a qu'un tatouage sur le mollet droit, Monsieur affamé des petits messieurs par Dr. Wondertainment. Au cas où vous ne le sauriez pas, les petits messieurs sont une série d'anomalies humanoïdes créées par la mystérieuse société Dr. Wondertainment, comprenant Monsieur Poisson à tête de poisson, Mademoiselle Sucrée enrobée de bonbons, ainsi que Monsieur Vie et Monsieur Mort, qui est aussi troublant sur le plan existentiel qu'il en a l'air. Le but de ces créations est actuellement inconnu, bien que, comme beaucoup de produits du Dr. Wondertainment, leur existence suscite d'innombrables spéculations. SCP-913 doit être confiné dans une cellule humanoïde spéciale avec une paroi d'acier au carbone d'1 mètre. 913 doit recevoir un mobilier standard pour sa cellule de confinement, correspondant aux nécessités habituelles pour un logement humanoïde confortable. Sur demande, il peut recevoir des divertissements préenregistrés comme concerts, films et émissions télévision. La cellule est accessible via une porte en acier au carbone renforcé. Toutes les 2 heures, SCP-913 reçoit un complément nutritionnel tel que spécifié dans le document 913-2. J'ai cherché une copie du 913-2 pour en savoir plus sur le complément nutritionnel, mais l'accès est réservé aux chercheurs assignés à SCP-913. Lorsque le sujet dort, la nutrition est donnée à SCP-913 par un cathéter veineux central, remplacé tous les 3 mois. Ces mesures assurent à SCP-913 les calories nécessaires pour éviter la faim et garantir la sécurité du site et son confort. Comme les autres petits messieurs, SCP-913 demeure une énigme peut-être jamais résolue. Je pourrais passer le temps qu'il me reste à me demander pourquoi le Dr. Wondertainment aurait créé un être dont le seul but semble être de manger, risquant de détruire son environnement par accident. Mais je pense que ce serait une perte de temps. Pourquoi le Dr. Wondertainment fait-il quoi que ce soit de ce qu'il fait ? Pourquoi inventer une femme transformant les hommes en bonbons ou un homme ordinaire à tête de poisson, petit chapeau et accent de Boston ? Les motivations du Dr. Wondertainment, individu ou conglomérat, me sont aussi impénétrables que le sens de la vie ou la raison de manger plus de 2 hot dogs d'un coup. Découvrez le Patreon du Dr. Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Regardez une autre vidéo des dossiers du Dr. Bob comme les animaux de compagnie du Dr. Wondertainment.